s'agit d'une patiente qui présente un édentement au niveau du secteur inférieur droit. Voilà, l'image en 2015, une image cone beam qui montrait donc la présence encore d'un bridge de 44 à 47 avec une perte osseuse au niveau de la 44, certainement liée à une fissure déjà existante à ce moment-là. Donc voilà, la patiente nous a été renvoyée par son praticien qui a essayé de faire l'extraction de la 44, qui n'a pas réussi, qui a préféré pas insister, sachant qu'on allait faire un traitement implantaire. Donc il nous a proposé ce qui se fait souvent d'ailleurs, de gérer nous-mêmes la situation pour prendre la décision de faire une greffe ou pas, enfin de gérer l'alvéole. Alors on voit qu'au niveau des pontiques de bridge, évidemment, on a une perte osseuse vestibulaire assez importante. On a néanmoins une très bonne structure osseuse. Vous voyez un os plutôt même très dense lingualement, ce qui n'est pas forcément facile pour faire l'implantation, le forage, etc. Gérer. Voilà, on voit aussi qu'il y a un décalage transversal prothétique entre la mandibule et le maxillaire, le montage des dents maxillaires. On sait qu'il vaut mieux avoir des bons axes prothétiques par rapport aux axes implantaires, qu'on soit le plus possible dans l'axe, c'est toujours une très bonne chose. Plus on va avoir de porte-à-faux, plus on risque d'avoir des problèmes mécaniques à terme, surtout dans un contexte de bruxisme. Voilà, par ailleurs, la fibre muqueuse est de bonne qualité, donc qui laisse augurer une bonne vascularisation, comme l'a bien décrit Joseph tout à l'heure. Voilà, donc l'option retenue a priori sur l'étude, c'était 3 couronnes sur 3 implants, parce que la patiente ayant été échaudée par la fracture du bridge, enfin des racines sous le bridge, etc., préférait avoir un meilleur équilibre prothétique. Donc on a décidé de partir sur 3 implants. Donc le projet, c'était de mettre les 3 implants en même temps qu'on ferait la chirurgie avec la greffe et l'extraction de la racine, évidemment. Ensuite, je me suis dit, après réflexion, que cette racine de la 44 était quand même un peu distale par rapport à la 43, avec un os assez dense mésialement, que ça allait être plutôt compliqué d'arriver à gérer l'extraction, la mésialisation du site de forage et la mise en place de l'implant dans la même séance. Donc on a jugé plus prudent de se contenter, entre guillemets, de placer 2 implants, en tout cas si c'est possible, sur les sites distaux, donc 45 et 46, avec la gestion de l'extraction de cette racine, comblement ou pas, ça on verra, ça dépendra, je pense, quand même principalement de la persistance de la paroi vestibulaire, enfin la persistance du degré de résorption de la paroi vestibulaire. Voilà, donc on a décidé de ne pas mettre cet implant aujourd'hui. Voilà, et donc on va utiliser évidemment la prise de sang, PRF, IPRF, APRF, ça je ne sais pas, ça dépendra du directeur Choucroune, qui va prendre les choses en main au bloc. Et donc Inter va faire sa chirurgie de greffe un petit peu sous ses recommandations précises. Voilà, pour le site de 45, vous avez vu qu'on avait le foramen qui était émergent à ce niveau-là, ce qui est presque toujours le cas. L'image cone beam nous montre une émergence oblique, ce qui est très très classique. Donc on peut se permettre de mettre un implant un peu plus long que ce qu'on a pu voir sur une radio panoramique en quelque sorte. On ne va pas prendre de risque parce que j'ai demandé à Inter qu'on écrète un petit peu quand même lingualement, de façon qu'on ait quand même un plateau un peu plus franc pour le forage et la mise en place des implants. Joseph n'était pas trop d'accord avec ça. Il a dit au contraire, plus on aura de hauteur, plus on aura de support pour la contention particulière en quelque sorte. Donc on verra, on va quand même écrêter un tout petit peu. Poser un implant de 10 mm commence à être un petit peu risqué, surtout qu'on n'a pas de cone beam opératoire comme on le fait chez nous au cabinet. Quand on est sur une situation comme ça, on aime bien faire un forage, mettre un petit guide en place. On a la chance d'avoir le cone beam. Enfin la chance, on s'est organisé pour avoir le cone beam dans le bloc opératoire, donc on demande aux patients de se lever, on fait un cone beam avec le guide en place, on voit où on est par rapport au foramen, par rapport au volume. Donc ça, en l'occurrence, on ne pourra pas le faire, donc on va jouer la prudence. Et donc à ce niveau-là, on ne va pas choisir un implant de 10 mm, on va choisir un implant de 8 mm en fait. Donc on va utiliser grâce à l'étude prothétique un guide chirurgical qui est extrêmement simple. C'est juste une petite coque en résine qui a été placée sur le modèle avec les dents du commerce, qu'on a demandé aux prothésistes de monter.
Et nous, on aime bien faire procéder de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on évite quand même relativement largement au niveau des faces occlusales pour respecter le couloir prothétique, mais quand même suffisamment largement pour permettre une certaine marge de manœuvre chirurgicale. Personnellement, j'aime pas du tout les tubes trop directifs parce qu'on se retrouve parfois dans des situations où finalement on enlève le guide pour pouvoir placer les implants. Où en est-on au bloc, si on peut savoir? Là, on est prêt à démarrer, je pense. Voilà. Moi, j'attends le bon moment pour prélever. Oui. Alors, voilà, Anne-Claire va commencer l'incision. Donc la patiente a une anesthésie locale, hein, a priori même pas loco-régionale, en tout cas c'est comme ça qu'en général on procède. Voilà, est-ce que vous avez l'image de la chire là? Très belle, oui. Voilà, très bien. Voilà, l'incision démarre. Anne-Claire on aime bien utiliser ces bistouris coudés qu'on trouve un peu partout dans le commerce maintenant, qui nous permettent de gérer très facilement les faces distales, vous voyez, de la canine par exemple, enfin la gêne qui serait provoquée par la présence de la dent avec un manche droit, et on prend des bistouris qui sont coudés frontalement, parce qu'il y a deux sortes de coudures, on peut les avoir sagittalement ou frontalement. Voilà, celui-ci qui est frontalement permet de pouvoir positionner sa lame un petit peu dans tous les sens de l'espace, et en gros de pouvoir faire son incision, enfin toutes les incisions avec la même lame. Donc là, Joseph, c'est une technique, un abord pour l'instant tout à fait classique. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, on décolle la membrane, le périoste. Les fameuses fibres de Charpé qui sont adhérentes, vous voyez, ce qu'on voit les fibres, c'est ça les fibres de Charpé, ce qu'on appelle les fibres de Charpé, qui sont adhérentes à l'os, mais qui sont partie prenante du périoste fibreux. Oui, là on mesure bien visuellement la perte vestibulaire et le volume de ce qui va devoir être reconstruit. Bon, inutile de vous dire que la couronne, bien évidemment, derrière sera renouvelée. Et le traitement repris. Voilà, donc là on est sur le site de l'A44 avec un peu de tissu fibreux. Donc Joseph, à ce stade-là, on n'utilise pas encore la technique du soft brushing. Non, il faut d'abord décoller. Alors, la technique du soft brushing doit s'appliquer sur un lambeau complètement décollé, en pleine épaisseur, le plus profond possible. Parce que plus on sera profond et plus on va pouvoir décoller, gagner en laxité. Bon, mais là, on va quand même avoir une difficulté pour le soft brushing, c'est qu'on a l'émergence du foramen. Non, on va brosser au-dessus du foramen. On va brosser au-dessus du foramen. Habituellement, on fait la dissection du nerf au-dessus du foramen pour libérer le nerf. Là, vous allez voir, on va juste brosser. Ce sont des instruments séquents, ces instruments pour la technique du soft brushing? Qu'est-ce que tu appelles? Enfin, coupant, est-ce qu'on peut léser le paquet vasculo-nerveux? Non, ça ne coupe pas. Ça ne coupe pas. Là, elle détache. Donc on va là encore faire une séparation complète du lambeau lingual jusqu'à la ligne oblique. Pourquoi la ligne oblique? Parce que c'est là où on commence à voir les fibres musculaires du mylohyoïdien. Alors il est important de décoller lingualement aussi pour visualiser la... Non mais là si tu veux, on va leur montrer, même si on n'a pas vraiment besoin, c'est l'occasion de leur montrer comment on fait une augmentation du lambeau lingual. Oui, mais ceci dit, il est toujours sécurisé de visualiser la verticalité, enfin l'angulation du pan lingual, parce que parfois c'est très surprenant. Pour l'implant, pour l'axe de l'implant. Je parle d'implant, bien sûr. Donc, vous voyez, on utilise des fraises diamantées à grande vitesse. Ce ne sont pas du tout des fraises chirurgicales, en fait. Ce sont des fraises qui simplement ont un grain relativement important pour être bien abrasives. Et on utilise ces instruments depuis des années.
c'est relativement confortable pour le patient. Enfin, c'est moins inconfortable qu'une fraise en tungstène avec peu de lame qui vibre beaucoup. Et en même temps, c'est très efficace. Et très doux, on contrôle bien son geste. Et si on touche la gencive, les tissus mous, ça pose aucun problème. Il nous arrive d'ailleurs même de cureter un petit peu. Souvent, on a des adhérences comme ça un peu inflammatoires. Bon, c'est pas le cas ici. Mais ça nous arrive de faire une sorte de curetage en douceur avec la fraise boule sur les tissus mous carrément, pour détacher ce qui est inflammatoire. Donc là, Joseph, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est une persistance du périoste qu'on voit là sur la partie vestibulaire? Il faudrait écarter la lèvre, Natacha. Voilà, elle va écarter. Voilà, ce sera mieux on comme voit ça, une parfait. espèce de tissu un peu fibreux, mais ça fait partie du périoste, de toute façon. Est-ce qu'il faut, on n'en a pas parlé, ça, est-ce qu'il faut absolument parfaitement tout enlever du mur osseux, de l'attache périostée? Parce qu'on voit parfois des chirurgiens qui... J'ai pas d'idée très précise, mais je ne suis pas persuadé que... Parce que c'est un tissu qui est... Alors, soit c'est un tissu qui persiste après l'extraction. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'on n'a pas identifié quelle est la nature de ce tissu. Si c'est un tissu périosté, il n'y a aucune raison de l'enlever. Si c'est un tissu qui persiste après l'extraction parce qu'il est fibreux, alors il est préférable de l'enlever. Et bon, voilà. Anne-Claire avait peur que cette dent soit ankylosée. Mais en fait, elle est plutôt renflée qu'ankylosée, à mon avis. C'est pour ça que j'avais amené avec moi un kit de périotome souple. C'est un kyste. Ah ben on peut le voir, c'est intéressant. Ah oui, c'est un truc extraordinaire. Et qui s'utilise manuellement? C'est-à-dire, en fait, ces périotomes souples, quand tu as une dent ankylosée, c'est un truc qui est fabuleux pour les dentistes qui font de l'implant, parce que quand ils ont parfois une dent ankylosée, ils passent beaucoup de temps, ils perdent beaucoup de temps, ils perdent beaucoup d'os. Donc là, le périotome, quand tu vas le rentrer en tapant doucement avec un marteau, il va suivre la forme de la racine. Et donc, aucune dent ne résiste plus de quelques secondes. Oui, mais je crois que là, on va y arriver comme ça. Oui, non, mais là, elle n'est pas ankylosée, là. Mais il est au bloc, là, tu peux nous le montrer éventuellement? Ou tu peux nous le faire montrer par... Alors, attends, bouge pas. Vous voyez, vous avez compris? Il est flexible. Ah, c'est très souple, oui, d'accord. C'est très très souple. Ce qui fait que quand... Mais alors, on peut avoir une traction mécanique avec autant de souplesse? Non, c'est-à-dire que quand tu vas rentrer, il va suivre la dent, la racine. Tu vois? Et donc, il va vraiment séparer la racine. Tu as celui qui est courbe. Et quand tu veux le même droit, c'est pareil, il est flexible. Oui. Mais donc, il rentre très vite. Il n'y a pas une dent qui résiste plus de 10 secondes à ce diabolique instrument. On n'a pas suivi l'extraction a été faite? Oui, oui. L'extraction est faite. Là, je peux montrer le foramen? Voilà, elle va montrer le foramen. Voilà. Voilà. Il faudrait aspirer un petit peu. Aspirer un petit peu. On est embêté, on n'a pas les bonnes aspirations au bloc, alors c'est un peu difficile. Utilisez peut-être une compresse avec monter sur une... Oui, mais on devine vaguement un début de concavité. Voilà. On va brosser partout, même au-dessus du foramen. Voilà. Tu peux leur montrer l'extension actuellement, la flexibilité du lambeau au-dessus du foramen, juste pour leur montrer. Voilà, vous voyez, on n'a pas beaucoup de flexion. On n'a pas beaucoup d'action. Allez, très bien, on va brosser. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Du bout, donc vraiment, tu appuies vers l'extérieur, comme ça. Voilà, allez, vas-y. Alors, on peut tester, voir qu'est-ce que tu as gagné. Oui, déjà? Un peu. Ouais, déjà, comment il s'est allongé. Même au-dessus du foramen, vas-y. On peut continuer à brosser au-dessus du foramen. Utilise la pièce droite. Alors, ça prend un peu plus de temps que l'incision, évidemment. Non, c'est lisse. Oui. Joseph, on me demande si c'est abrasif. L'instrument est bien lisse. C'est un petit peu abrasif. Il y a deux sens d'abrasion. Dans le sens apical coronaire, il est très peu abrasif. Si on brosse dans l'autre sens, c'est plus abrasif. Allez, ça c'est l'instrument médium, la taille
supérieur, voilà, allez. Quel est l'intérêt de prendre une taille au-dessus? Il fait tout le lambeau d'un coup. Voilà, alors on va brosser le lambeau lingual maintenant. Carte, au fond, au fond. C'est tu sépares le muscle de la ligne oblique. Allez, vas-y. Est-ce que quelqu'un pourrait écarter un peu, qu'on puisse voir ce qu'elle fait? Je pense que le mieux... Alors, voilà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Non, au départ, inverse ta... Voilà. Est-ce que tu brosses? Vas-y, va au bout. Et voilà, pousse le lambeau vers la langue, comme je dirais. Voilà. Ah, très bien. Allez, vas-y, pousse. Continue. Allez, vas-y, pousse. Voilà, là, voilà, on voit, si vous voyez bien le muscle, on le voit bien au fond. Voilà, d'accord? Allez, vas-y, pousse. Vers la molaire. Allez, vas-y. Hein, alors, vas-y, anesthésie. Donc, ouais, c'est un geste extrêmement sécurisant. Il n'y a aucun risque, parce qu'il n'y a rien qui coupe. On ne fait juste que séparer les muscles, le mylohyoïdien, de la ligne oblique, là où il est adhérent à la mandibule. Tu es partout, derrière, allez, va derrière, loin derrière, voilà. Allez, pousse. Alors, regarde, si tu prends ton lambeau et que tu vas essayer de couvrir ton machin, combien tu as gagné? Vous avez vu l'allongement du lambeau? Vous avez vu combien on a gagné? Là, il y a facilement 1 centimètre. Bon, en fait, très honnêtement, Anne-Claire ne fait pas ça normalement lingualement. Et je ne suis pas sûr qu'on en aurait eu besoin, mais c'était pour la démonstration. Voilà, c'était pour c'est un plus. Oui. Alors, on pourrait imaginer de ne pas mettre les implants tout de suite, hein, mais absolument. Le fait de pouvoir les mettre de suite, c'est toujours mieux. Va permettre d'avoir un support supplémentaire pour l'augmentation de volume, justement, un peu comme des piquets de tente, si on peut s'exprimer ainsi. Si vous avez suivi mon message, si tu fais les implants plus la greffe, tu ne vas pas perforer la greffe. Donc, elle va pousser théoriquement sans pression. Tout à fait. Et on va essayer de faire ce que Joseph avait dit, c'est-à-dire de mettre les implants avec leur pilier de cicatrisation, c'est-à-dire pas la vis de couverture plate, mais le pilier de cicatrisation, mais qui va servir de support à la fermeture de la gencive. Vous voyez ce que je veux dire? Le pilier va être enfoui en fait, ce qui est tout à fait original. Une petite remarque, si vous avez remarqué que quand on met un implant et qu'on fait un petit érogé autour, c'est là où ça tient le mieux, où on a les meilleures stabilités. Tout simplement parce que c'est là où on ne referme pas l'os greffé et on ne lui impose pas une pression. On pourrait maintenir le guide distalement avec la deuxième aspiration. Alors, ce guide peut être considéré comme important, mais son utilisation va être très éphémère. Hein. C'est simplement pour initier les premiers forages, voir où on est par rapport aux couleurs prothétiques. Après, c'est un empêcheur de tourner en rond, le guide. Hein. Je veux dire, il faut vite s'en débarrasser pour, une fois qu'on a décidé de l'endroit où on allait faire les forages. Après, moi, je vais peut-être vous choquer, mais je considère que la tête du contre-angle, c'est un bon guide pour moi. C'est un bon guide visuel, qui est un guide de gabarit prothétique, etc. Et je sais que vous avez vu Anne-Claire travailler avec le contre-angle rouge, a commencé à travailler avec le contre-angle rouge avec des grandes vitesses pour se soustraire à la difficulté liée à l'os dur. C'est-à-dire que quand on utilise des forêts comme ça sur un os très dense qui est juste d'un côté, le forêt a tendance à partir. Enfin, on fait un forage qui est, vous voyez que ça vibre beaucoup là. Et donc là, elle va simplement faire un forage pilote entre guillemets. Et on va juste quand même revisualiser la situation pour voir si les axes paraissent cohérents. Il faut toujours penser à avoir une bonne vision d'ensemble quand on fait une chirurgie implantaire. Alors, tel que je vois le forage de la 46, on est quand même très vestibulaire. Hein. Il va falloir bien travailler le bord lingual, le pan lingual, hein, aux grandes vitesses. Parce que ça ne se travaille pas avec un forêt, avec des petites vitesses, c'est impossible. Ça, c'est très compliqué. Donc on a simplement besoin d'un ancrage, un peu comme une vis d'ostéosynthèse, sur peut-être 3 mm, pas plus.
Alors point de vue volume, là comme ça, cette vision-là est très belle. Donc là, le protégiste va vraiment pouvoir bien se débrouiller. Donc maintenant que Anne-Claire a vu la position de ses guides par rapport à la molaire derrière, on constate qu'on est carrément même un peu trop vestibulaire. Donc on peut sans problème rentrer. Je dirais que le contour vestibulaire extérieur de ce guide qu'elle est en train d'enlever là doit pratiquement constituer le contour final de l'implant. Donc il ne faut pas du tout qu'elle commence à augmenter en diamètre à partir de cette position, parce que sinon elle va carrément se retrouver avec un implant dans le vide vestibulairement. Donc c'est pour ça qu'à ce stade-là, elle va reprendre le contre-angle rouge et elle va retravailler le pan osseux lingual. Et là, on va aussi avoir une difficulté pour mettre les implants en place. C'est justement la présence de ce pan lingual vraiment très important, très dense. Et elle va avoir du mal à engager son implant pour qu'il commence à avoir un grip et qu'il continue à tourner sur lui-même et à progresser dans le site de forage. Donc il va falloir qu'elle l'aide un petit peu et qu'elle le pousse un petit peu vestibulairement vers le côté lingual en fait, pour qu'elle équilibre. Donc là, pour ceux qui ne le sauraient pas, on passe une séquence de forage. Hein. On est parti à 2 mm. Les petits guides qu'elle a mis en place, ce sont tout simplement des forêts qui sont usées, qui sont coupées, qui font 2 mm aussi. Alors vous avez des systèmes qui commencent à 2,3. Voilà, en gros c'est à peu près 2 mm. Et on va donc passer ensuite avec un forêt de 2,3. On va faire une augmentation très progressive de quelques dixièmes. 2,3, 2, si Natacha dit à Anne-Claire que si jamais on a un forêt de 2,5, je conseillerais volontiers un 2,5 encore intermédiaire avant de passer au 2,4, au 2,3, 2,3, 2,8. Natacha, tu peux demander à Anne-Claire à combien on est sur le site de la 45. Sur le premier site, à quelle profondeur on est au forage? 8 mm, d'accord, c'est très bien. Donc, là, elle passe le dernier, hein, le 2,8, 3, 4. Le forêt de Donc ça c'est le forêt final puisqu'on pose un implant cylindro-conique qui fait donc 2,8 mm à l'apex et 3,4. Et vous voyez, ça c'est le moment le plus difficile et c'est pour ça qu'il faut travailler préalablement avec le contre-angle rouge. C'est que c'est des forêts quand même d'un certain diamètre qui sont assez agressifs et le pan lingual a tendance à les repousser vers l'extérieur, tout comme l'implant quand on le posera dans très peu de temps. Quand on fait une greffe osseuse, il faut quand même assurer à la greffe une stabilité volumétrique. Et quand on met de l'allogénique de l'os spongieux, il a une résorption rapide. Et donc, il a un problème, c'est qu'il ne va pas maintenir complètement le volume, parce qu'il se résorbe trop vite. D'où l'idée de rajouter un composant lentement résorbable. Alors là, il faut que Anne-Claire pousse en même temps qu'elle va visser, qu'elle pousse un peu, qu'elle équilibre la pression, que l'implant n'ait pas tendance à partir vestibulairement. Elle ne le fait pas. Bon, apparemment, elle a un ancrage qui a l'air d'être bon. Oui. Bon, on peut utiliser une clé dynamométrique à torque variable pour déterminer à quelle tension, à quel torque on visse. Mais là, comme je le vois là, elle doit être à peu près 20 Nm/cm. Là, c'est pas un ancrage manuel, ça. Hein. Tu peux pas le visser à la main, là. Hein.
C'est une question, hein. Est-ce que ça marche? Non, 30 newtons au moins là. Je suis pas sûr. Mais c'est très bien. Joseph aime pas que ce soit trop dense. Oui, très bien. Par contre, on va peut-être mettre l'autre à côté, Alors, puis on va moi, je peut-être égaliser le niveau vertical après. Moi, je vais prélever pendant ce temps-là. Alors en 8 de longueur pour l'avant, on a au bloc avec nous un SVM B8 ou un TSV4 B8, mais pas de TSV B8. Oui. Je pense que tu peux t'arrêter là avec cet implant-là. Hein. Je peux t'arrêter. Elle dévisse un petit peu là parce que c'est très... Oui, tu peux redévisser un peu, tout à fait, oui. Oui, le fait de redévisser un peu, ça lâche un peu la tension et ça permet justement d'avoir moins de stress au niveau osseux. En fait, on était parti, c'est moi qui ai décidé de ce qu'il fallait utiliser comme implant. J'étais parti sur un TSV 4 B8, c'est-à-dire un implant qui fait 4,1 mm de diamètre, mais qui nécessite de passer encore d'autres forêts. Donc ça va être un petit peu chaud. La différence entre 3,7 et 4,1, vous me direz, c'est vraiment faible, puisqu'il n'y a que 4 dixièmes de millimètre. Mais dans la pratique, quand l'os est dur, je peux vous dire qu'on on sent la différence quand même. Le passage du forêt ou des deux derniers forêts supplémentaires peut parfois être un peu compliqué. Donc vous voyez, pendant ce temps, Joseph Choucroune, qui est un homme pratique, a fait la prise de sang. Enfin, il est en train de faire la prise de sang. Tu vas prélever combien a priori? Je vais prélever 6 tubes, j'en prélève toujours plus que de raison. D'accord. Donc je vais en consacrer 2 à faire du APRF liquide pour faire un comblement solide. On va utiliser une greffe unique en apposition. Et je vais utiliser 4 pour faire des membranes. Voilà. Vous voyez, on est à 13,5. C'est-à-dire on va centrifuger uniquement 5 minutes. 13,5, ça veut dire quoi? 1300 tours, 5 minutes. Natacha, ça se passe comment avec l'implant 45? Ça se passe plutôt bien avec l'implant 45. J'ai oublié de vous présenter Natacha Zettel, Non, c'est notre collaboratrice. Elle était dans la salle et j'ai complètement oublié de... Excellemment bien. Bon. Donc c'est très bien qu'elle relâche un peu, comme ça va permettre d'avoir moins de stress au niveau osseux. Et puis, s'il est un petit peu en dessous du niveau osseux, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, on va faire une intervention chirurgicale secondaire puisqu'on va rouvrir Ouvrez-moi cette membrane-là. Pour mettre l'implant 44 de toute manière. Je vais vous montrer une première mondiale. C'est vraiment une première mondiale. Voilà, on est à 15 secondes. Je vais retirer 2 tubes. Quel est l'intérêt de retirer ces 2 tubes? C'est qu'ils sont liquides, ils n'ont pas encore coagulé. Les autres, je vais continuer en changeant avec le bouton 3 minutes. C'est-à-dire que je vais continuer les 8 minutes nécessaires pour avoir des membranes. Voilà, je vais mettre le liquide sur le biomat. Ok, voilà, j'ai mis du liquide sur le biomat et on va attendre voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, c'est en train de devenir solide. Oui, on le voit, on le devine, oui. Ouais, c'est en train de devenir solide. Donc là, je vais fabriquer un biomat solide. Qui sera extrêmement confortable à utiliser. Exactement, tu vois, regarde. C'est solide, vous voyez? Ouais, il m'a fallu 15 secondes pour fabriquer un biomatériau compact, recouvert de fibrine. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a une greffe en une seule pièce. Alors, donc ça, c'est un mélange de 80% de particules de biobanque, je crois. Halogénique et 20% de BIOS. De BIOS, oui, qui comme vous l'avez expliqué avant, confère la résistance à la résorption que n'a pas forcément l'os halogénique. Enfin, ça dépend ce qu'on prend comme os halogénique. Voilà, je vais vous montrer en 2 temps, en 3 mouvements. Je l'ai plié. C'est magnifique. Vous voyez, j'ai une pièce en une seule. Alors, j'ai pas fini, parce que maintenant, j'ai besoin de sortir mes autres tubes qui ont tourné les 8 minutes nécessaires pour faire des caillots. D'accord? J'enlève les capuchons. Je vais le mettre dans la box. Voilà. Et le 5e. J'en ai pris plus, hein, mais tout simplement par
précaution. Voilà. Maintenant, je pose mon plateau et mon couvercle pour faire mes membranes. J'ai mon, mon greffon en une seule pièce. Je peux prendre ma membrane et la mettre à séjourner dans l'exsudat, dans la box. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire à une membrane, c'est de l'imprégner de ce liquide extrêmement riche en protéines. Je vais demander à Anne-Claire, les implants sont posés. Est-ce que tu peux montrer comment tu fermes? Alors là, j'ai mis les vis De 6-4. Donc là, nous sommes bien d'accord, Joseph, l'objectif, c'est de recouvrir ces piliers de cicatrisation. On va voir. Voilà, regarde. Là, pour l'instant, tu vois qu'on a largement le tissu pour couvrir. Tu as vu? Voilà, parce que ça, c'est capital. C'est ça le plus important, c'est d'avoir beaucoup de tissu. Parce que plus on a de tissu et moins on a de tension, et moins on a de tension et moins on résorbe. Alors, tu vois, moi je mettrai une vis entre les deux, là, et une postérieure, à 45 degrés, d'accord? Donc, moi je te donne le fast, et on va calculer quelle est la longueur externe. Alors vas-y, alors mesure. Quand tu te mets là où tu vas rentrer ta vis, là, par exemple, alors combien tu as de distance, à peu près? 5, 6? 5. 5 extérieurs te suffisent ou plus? Non, 5. 5. Donc 5 plus 3, on va mettre 8 Et là, ou moins 7. du coup. Et là, Ben, moins 3. 6. Tu mets une vis de 6? Ouais. D'accord, allez. Alors, ce sont des vis auto-taronnantes, mais on est dans de la corticale mandibulaire, donc il faut quand même faire un pré-trou. Ok, voilà. Donc elle fait la première préparation, extrait-lent. Voilà. C'est bon, ça suffit. Maintenant, pareil, 3 mm, préparation. Voilà, super. Allez. Super. Voilà, c'est une vis en titane, grade 2, donc qui ne s'ostéo-intègre pas. Mais tu disais que ce n'était pas ostéo-intégrable. Non, passer du grade 2. Il faut avoir l'habitude de... Oh, là, du voilà. coup, ça va pas être... C'est bon. C'est trop enfoncé, là, du coup. Non? Là, c'est parfait. Elle a dit que c'est parfait. Voilà, ça lui plaît. Donc, on ne discute pas. C'était une 6 mm et là, on va prendre une 5 mm. Tu as pris un 5? D'accord. Top. On peut voir maintenant l'alvéole de la 44 pour décider ce Est-ce qu'on qu'on va peut faire voir à ce l'alvéole de la niveau-là. 44, s'il te plaît? Justement. On va la combler, non, cette Je voulais alvéole? savoir ce que tu préconisais. On va la combler, tout simplement. Pas quoi, je le miroir, s'ils arrivent à voir. Alors, est-ce que tu peux mettre l'implant ou pas? Non. Non? Bon, Non, alors, non, je veux pas. alors on comble. Il sera trop distal, l'implant. Alors on comble, il n'y a pas de problème. Le miroir, je sais pas où la remettre. Alors regardez, moi je vais le couper. Oui. Ça va aller dans l'alvéole. Tu peux essayer, vas-y. Prends ça, serre-toi pour le comblement. Alors regarde comme c'est facile et pratique. Alors, Très tu as bien, un là, compacteur? belle vue. L'instrument qu'on voit, c'est un fouloir qui vient de chez toi, C'est Joseph? un compacteur, oui, c'est un compacteur qui est dans le kit. Un compacteur, oui. Alors, maintenant, on va faire la grève d'apposition. Alors, je ne sais pas si vous voyez le steak. Regardez comment on fait une grève d'apposition maintenant. Après, c'est pas... C'est une sorte de gelée plutôt. Hein. Non, mais c'est quand même pratique pour appliquer. Tu vois. Ah oui, oui, bien sûr, c'est génial. Tu vois. Le fait que les copeaux partent pas dans tous les sens. Voilà. Ça va? Ça te va, Anne-Claire? Ça te plaît? C'est joli, hein? C'est magnifique. Quel dommage qu'on puisse pas faire une 3D post-op. Mais alors, est-ce qu'on recouvre les vis ou bien on va au ras des vis? On va au ras des vis. On a plusieurs choses. Premièrement, on va utiliser une membrane punchée. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un punch. Vas-y, tu as 2 membranes punchées. Tu les mets autour des vis de C4. Voilà. Voilà, j'ai déjà punché. Voilà comment on fait pour obtenir de l'étanchéité. Oui, très, très astucieux.
Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre un petit morceau de membrane en vestibulaire. Donc tu as celle que j'ai préparée avec le rouleau à pâtisserie. D'accord. Je recouvre les vis ou pas? Non, tu n'as pas besoin. Tu vas mettre une petite membrane latéralement. J'en ai mis 2, mais tu n'as besoin que d'une. Latéralement. Sur la membrane de collagène. Sur la membrane. Pas sur les vis. Sur les vis, tu as déjà. Le PRF, tu le remets sur le collagène, Joseph? Oui. Mais pour quelle raison? Sous le périos. Ça, c'est pour les tissus mous. S'il y avait une exposition. À l'intérieur, c'est pour l'os. À l'extérieur, c'est pour les tissus mous. Là, on stimule le périoste. D'accord? Voilà, magnifique. Donc, on a l'étanchéité autour des vis de cicatrisation. Et puis maintenant, on va suturer. Voilà, très bien. Vous voyez, où est-ce qu'on a pénétré? Très loin. On va sur le lambeau lingual. Pareil. D'accord? Voilà, vous voyez la sortie de l'aiguille, très loin. D'accord? Au même niveau que la pénétration. Voilà, ça c'est le matelassier apical. Donc là, on ne serre pas trop, tu nous as dit tout à l'heure. Si, il faut serrer. Le point profond, il faut le serrer. C'est le point en haut qu'il ne faut pas serrer. Alors, elle utilise du fil transparent, incolore. Je suggère à Michel d'utiliser du fil bleu. Ça, c'est pour les jeunes qui voient bien. Nous, on y voit chi. Donc, il faut prendre des fils colorés. Donc, je suis d'accord. Vous avez vu? Regardez. Le lambeau, il tient tout seul. Voilà. Voilà comment il faut couper un glycolon. Donc, on avait suffisamment de tissu pour aller très haut. C'est ce qu'on voulait. On voulait aller très haut. Et là, on n'aura aucune pression sur la crête du lambeau. Alors, c'est pour ça que je suggère toujours, quand on a fait du matelassier apical, on va finir par un surjet lâche, très doux. On peut faire à ce moment-là un surjet parce que c'est le matelassier qui tient le lambeau. Que fait Anne-Claire comme suture là? Elle fait un matelassier mais autour de la canine. D'accord. Toujours, il faut aller finir, bloquer le lambeau au niveau de la première dent mésiale. Voilà. C'est bien parce que là le PRF il est là, il colmate la petite brèche et on n'a pas perdu beaucoup de temps à mettre 2 vis supplémentaires, tu vois. Mais ça va nous garantir, le volume d'os. Et tu verras quand tu contrôleras en scan, tu verras que ton volume osseux sera... Non, mais les consignes de brossage, pas de brossage du tout pendant un certain temps. Il faut juste rincer la bouche avec du sérum de fille. Oui, et contrôle c'est tout. Dans 8 jours. On contrôle quand on veut, parce que maintenant, il n'y a pas d'objectif d'enlever des points ou quoi que ce soit. On contrôle quand on veut. On regarde, si tout va bien, rendez-vous dans quelques semaines et ainsi de suite. Donc on ne touche plus au point, on ne touche plus à la plaie. Voilà, c'est bon Anne-Claire. Bon, bravo madame, c'était super. On va vous applaudir bien fort, bravo. Voilà.